Bonjour et bienvenue dans ce traditionnel rendez-vous bimestriel, tous les 2 mois, asset picking. Alors, maintenant vous connaissez la règle du jeu, un fonds qui est au fond le seul vrai fonds flexible, je veux dire, pour vous faire plaisir, Joseph. C'est-à-dire qu'en fait, 7 gérants qui font ce qu'ils veulent au fond. Et donc tous les 2 mois, nous faisons le point d'une rotation de ce que décident les gérants. Et nous invitons tous les 2 mois un gérant en plateau. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le très charismatique David Ganosi de Fidelity, qui gère notamment Fidelity Patrimoine, dont on parle sans arrêt dans les colonnes de Club Patrimoine. Et donc vous nous ferez le point de votre rotation. On garde la surprise pour tout à l'heure. Joseph, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. On fait quoi? On parle rugby aujourd'hui? Ça serait mieux, ouais, ça serait plus sympa, mais bon, on est obligé quand même d'assurer. Bon, allez, avant la rotation, donc on va parler de la rotation. Il y a 2 maisons qui ont fait une rotation sur ces 2 mois, enfin là, sur l'échéance. Mais on fait le point depuis le début de l'année et c'est pas facile, ça n'a pas été très protégé. Oui, pas du tout. C'est une configuration un peu adverse pour asset picking, puisque on a un marché qui glisse non pas sur un événement ou sur un choc exogène qui nous permettrait, nous, d'intervenir, de neutraliser ou de couvrir, voire de redonner la main à l'ensemble de nos camarades gérants, mais on a un marché qui glisse sur des considérations connues, installées depuis de longs mois, et des facteurs de risque auxquels d'ailleurs la plupart des gérants n'ont pas voulu croire. Et du coup, on a cette picking depuis le début de l'année, effectivement, qui prend un peu cher, compte tenu de son exposition action, qui est quand même toujours très sensible. On est à peu près à 70% exposé, exposé en plus sur l'Europe, et l'Europe n'est pas épargnée. Donc c'est une période un peu compliquée, on fait le dos rond, on essaye de garder notre sang-froid, et puis en considérant et en espérant que les marchés vont reprendre leurs esprits. Mais alors, si on analyse un peu ce qui s'est passé depuis l'été, en fait, on s'est rendu compte, lors de nos rendez-vous, qu'à l'été, certains gérants commençaient à s'inquiéter un peu chez vous, puis on a l'impression qu'ils n'ont pas continué à s'inquiéter un peu. Ils ont un peu raté leur inquiétude, si je puis dire. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a commencé à enregistrer des premières réductions de voilure à partir du mois de juillet. En août, on a déclenché un mécanisme de réactivité sur les dévaluations chinoises. Et là, on a vu que très peu avaient réagi. Donc ça montrait bien que l'angoisse, ou en tout cas l'inquiétude, restait mesurée à cette époque. Et puis, progressivement, on a eu, et là, notamment lors de la dernière rotation au mois de janvier, le 22 janvier, donc en plein cœur de la tourmente, et là, on a eu des décisions contraires, complètement opposées, puisque une maison, par exemple, a replié complètement la voilure en venant d'un fonds d'obligations convertibles, en switchant vers un fonds d'obligations Europe. Et là, c'est la première fois depuis très longtemps. C'est Cam Gestion. Cam Gestion, qui est revenu sur des obligations européennes, non pas sur des interrogations. Qu'est-ce qu'ils vous disent? On n'en revient pas. Quand j'ai regardé la rotation, je me suis dit, on sort des convertibles pour aller vers un fonds qui s'appelle Cam Gestion Obligations Europe. Donc on imagine grandes obligations européennes. Qu'est-ce que c'est cette histoire? L'idée était très simple. Quand on discute avec le responsable de la gestion, il nous dit on n'est pas spécialement inquiet à moyen terme, mais on pense que ça va chahuter très fort dans les prochaines semaines, et le fait est que ça chahute. Et donc c'est un fonds un peu tard, mais c'est un fonds qui protège un peu. Malheureusement, c'est le seul, on va dire, de l'ensemble des 7 lignes qui est vraiment protecteur sur cette période. Et donc, Cam Gestion sort des convertibles pour vol obligataire, et Neuflize sort des convertibles. Alors, c'était pourtant la mode des convertibles à la fin de l'année. C'était plutôt bien, au fond, de rester en convertible. Et eux, ils vont action, euro, ISR. On se demande pourquoi. Exactement. Comme ils n'ont pas d'autres idées, ils vont chercher de l'ISR. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, le raisonnement est un petit peu le même, mais avec un timing différent. C'est-à-dire que Neuflize nous explique que, compte tenu de la baisse qui est en cours depuis désormais le mois d'avril 2015, donc ça fait quand même 8 mois de baisse, il considère qu'au regard des fondamentaux qui, si on met de côté les inquiétudes, le marché a vocation à pricer les inquiétudes, les fondamentaux restent objectivement corrects, et donc à un moment donné, le marché va reprendre ses esprits, et donc eux ont décidé de revenir, sans doute trop tôt, mais ont décidé de revenir sur les actions. Ils reviennent actions, je comprends bien. Pourquoi ISR? ISR, ça surperforme. Non, pour une raison simple, c'est que sur l'ensemble de leur gamme... Bonnes intentions de début d'année. Non, ils voulaient revenir, ce n'était pas du tout thématique, mais ils voulaient revenir sur la zone euro précisément. Et le fonds qui leur semblait le plus performant pour ça est le fonds ISR, puisqu'il est vraiment positionné sur la zone euro et pas sur l'Europe au sens large. Donc, avant de passer la parole bien sûr à David qui nous donnera ses postures, mais si on regarde aujourd'hui la location, Cam Gestion Obligation, autrement, on est revenu pas mal sur l'action quand même aujourd'hui. On a un fonds qui est à 70% action, donc évidemment en ce moment qui souffre considérablement. Le pari que la plupart des gens ont fait, c'est que
les choses devraient se rétablir. Alors l'horizon est de 2 mois, hein. On rappelle que tous les 2 mois on réfléchit, on réexamine l'allocation. La prochaine rotation bimestrielle interviendra au mois de mars, mi-mars, donc il reste évidemment du temps pour que le marché se reprenne s'il doit se reprendre, mais en attendant on souffre et il faut l'accepter. Chaud, mais bon, ça rebondira. David, on a besoin de vous là. Alors, je rappelle, hein, vous gérez Fidelity Patrimoine, donc la flexibilité, vous connaissez. Hein. Vous avez décidé, et vous êtes resté, d'être sur Nordic Fund. Oui. Hein, alors pourquoi ? D'abord, je dirais le premier élément, c'est qu'on aime bien les actions européennes, et c'est pas nouveau, hein, parce qu'on a gardé cette exposition depuis pas mal de temps, c'est depuis le début de l'année dernière. Un mouvement important dans nos allocations, ça a été de revenir sur l'Europe au début de l'année dernière en sortant un petit peu des États-Unis. Alors, ce n'était pas une vue négative sur les États-Unis, c'était juste une vue qui nous semblait beaucoup plus encourageante sur l'Europe, d'où ce basculement vers les actions européennes. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est... Nordique ? Alors, parce que si on regarde l'an dernier, par exemple, la France bat l'Eurostoxx, pourquoi vous n'avez pas fait un fonds France Nordique, pour une raison simple, c'est que d'abord, ces marchés-là sont des marchés relativement cycliques. C'est-à-dire que quand on a une vue positive sur les actions européennes, donc une vue positive sur le marché européen, en général, historiquement, les marchés nordiques ont tendance à battre le marché dans les phases de hausse. Hein. Donc c'est un marché, on peut dire que dans une extrême, on aurait la Suisse, qui est un marché extrêmement défensif, et puis à l'autre, on aurait les Nordiques. Donc quand on a la Norvège, le pétrole, c'est quand même... Alors oui, mais c'est pas très lourd dans le fond, hein, ça pèse moins... Je le souligne parce qu'on pourrait dire qu'il y a un risque d'impact au pétrole. Alors le pétrole, c'est autour de 6% dans le fond. Donc ça veut vous dire que le poids n'est pas du tout largement au-delà de ce qu'on peut avoir en moyenne européenne. Donc c'est plutôt une dimension très cyclique. Il faut avoir en tête que sur ces marchés-là, c'est la Suède qui pèse lourd, hein, puisque c'est à peu près la moitié des marchés nordiques dans leur ensemble. Non, pas du tout. Et donc c'est une thématique que je qualifierais de très cyclique et très portée sur les petites moyennes valeurs qui vont être assez exposées à la fois à l'Europe et aux émergents. Donc les émergents, ça a été... qualitative, hein, souvent. Hein. Oui, exactement. L'industrie très qualitative. Exactement. Donc, alors ça, c'est, je dirais, le marché. Et ensuite, on a un gérant, alors qui est un gérant en plus français, basé à Paris, qui s'appelle Bertrand Puif, et qui, lui, joue en plus ce thème-là dans le portefeuille. C'est-à-dire qu'il a une exposition très marquée aux thématiques cycliques, aux thématiques industrielles. C'est autour de la moitié de son portefeuille aujourd'hui. Et en revanche, il est assez en retrait par rapport aux valeurs de qualité. Je dirais, c'est plutôt les valeurs danoises en général qui vont être sur les biens de consommation, qui se payent très cher aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est un pari assez net. Je pense que c'est... Donc, si on résume votre pari, David, vous croyez toujours aux actions ? Oui. Vous croyez toujours à l'Europe ? Oui. Et vous pensez que back to quality, il faut faire attention à la qualité, aux valeurs résiduelles ? Exactement. Et ça bouge pas. Pour le moment, non. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu beaucoup d'interrogations depuis l'été dernier, beaucoup de mouvements de marché extrêmement brutaux. On a eu une liste depuis 6 mois d'inquiétudes qui se sont, je dirais, suivies les unes les autres et qui finalement, au final, pour le moment, ne sont pas encore matérialisées. Je pense que c'est ce que disait Joseph tout à l'heure aussi. Ça, c'est très important. Nous, on gère en fondamental. Donc, par exemple, lors du déclenchement du mécanisme de revue qui s'est produit en août dernier sur la Chine, effectivement, on dit, bon, est-ce qu'on a un risque sérieux d'effondrement de l'économie chinoise, de rentrer en guerre d'échange après la dévaluation? Et à ce moment-là, nous, on dit non. Donc à ce moment-là, on ne change pas. Donc l'idée, c'est être capable de tenir... Il y a quand même beaucoup d'analystes, beaucoup de gens qui suivent tout le marché mondial. Et on a une approche fondamentale. Donc c'est-à-dire que même si les mouvements de marché sont extrêmement brutaux, on se dit, est-ce que nos vues ont changé? C'est ça qui va nous faire bouger. Et au final, sur l'année dernière, par exemple, si on prend l'année 2015, les actions européennes, c'était pas un mauvais choix. C'est-à-dire que sur l'année, ça s'est plutôt bien passé. Mais enfin, bien passé, oui, on peut dire les performances à fin d'année. Une année compliquée. C'était une année compliquée avec de la volatilité. Mais au final, je pense que ça dépend tenir... Si on est rentré en avril, c'était plus compliqué. Oui, exactement. Mais je dirais que si on tient ces positions, si en début d'année, nous, on pensait que les actions européennes, il fallait être présent, on tient ces positions. Alors c'est vrai que ça bouge, faut s'accrocher à certains moments, mais au final, ça a plutôt payé. Donc c'est vrai que la revue est tous les 2 mois. Donc ça, c'est un horizon qui, pour moi, est peut-être un petit peu court, mais il n'empêche que c'est un très bon exercice, parce que ça permet de... C'est celui que vous impose Asset Picking, et Joseph ne changera pas. Non. Je le connais, c'est un garçon têtu. Est-ce qu'il pourrait y avoir une revue intermédiaire, là, vu ce qui se passe ou pas ?
À quel moment ça déclenche? Alors nous, c'est une interrogation permanente chez nous, c'est-à-dire est-ce qu'il faut déclencher à un moment donné un mécanisme? Là, vous devez appeler les gérants en d'activité disant t'es bien sûr, je suppose que vous êtes au téléphone. Non, c'est-à-dire que nous, on essaie de s'en tenir au process, parce que sinon ça devient un fond de gesticulation, et vous imaginez bien que si, parce qu'on a 3 ou 4 séances boursières très chahutées, on déclenche un mécanisme, on le redéclenche tous les 4 matins, et on perd le fil. Il faut que le mécanisme serve, non pas à corriger des prises de position de gérants, qui à un moment donné peuvent être invalidées par le marché, mais simplement, le mécanisme, il sert à redonner la main au gérant face à un imprévu, face à un événement qu'il ne pouvait pas avoir intégré. Ça peut être par exemple une décision surprise d'une banque centrale, ça peut être un fait géopolitique, ça peut être un fait, hélas, terroriste, etc. Mais quelque chose dont on sait que ça va impacter le marché et qui ne pouvait pas avoir été intégré. Dans ces cas-là, on déclenche, on leur donne la main, voire on couvre. Là, la difficulté, ce que je disais, c'est qu'on est dans la configuration la plus inconfortable, en tout cas la plus défavorable à cette picking, parce qu'on n'est pas face à un événement, mais on est, comme le disait David, face à une succession de risques pricés par le marché qui se télescopes en quelque sorte, qui s'ajoutent et dont on ne sait pas véritablement s'ils seront concrétisés, parce que de manière tout à fait objective, aujourd'hui, au moment où on parle, les risques qui sont un petit peu pricés par le marché, la plupart ne se concrétiseront pas, en tout cas on l'espère. Mais il y en a beaucoup. C'est l'alignement du côté obscur des planètes. Exactement. Là, on a eu l'alignement des planètes, maintenant on a le côté obscur. Joseph, merci beaucoup. Traditionnellement, on donne un peu la parole en fin d'émission à notre invité sur sa gestion globale. Je voudrais quand même vous parler de Fidelity Patrimoine, un petit mot. Comment on fait pour gérer un fonds flexible, patrimonial, dans cet environnement-là, tant sur les taux que sur les actions? Là, on s'accroche. Je pense qu'on a une approche qui n'est pas très éloignée de celle que décrivait Joseph. Donc moi, pour le moment, on s'accroche. Je pense qu'effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a des risques qui sont avérés, réels. Mais pour le moment, je dirais qu'on a une économie mondiale et des fondamentaux qui se tiennent relativement bien. Alors, c'est pas flamboyant, mais on n'est pas du tout dans un scénario comme commence à le pricer le marché aujourd'hui, qui est un scénario de basculement dans une récession ou quelque chose d'extrêmement dur. Alors c'est vrai qu'on a des interrogations, c'est vrai qu'on a des risques, mais il me semble que pour le moment, il y a plutôt des éléments qui sont relativement confortants pour les marchés. Donc l'économie, on regarde les résultats des sociétés arrivent, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais que ça. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, on est un peu au plafonnement. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tous d'accord, je pense, pour dire que les États-Unis, ça va devenir compliqué parce qu'on est très avancé dans le cycle économique. Mais est-ce qu'à un horizon de 3-6 mois, qui est un horizon de visibilité macroéconomique, on peut anticiper un basculement en récession des États-Unis? Ça me semble ça me semble très exagéré comme vision. Il y a une question sur les taux, parce que qui dit fonds patrimonial, et vous en avez profité au début de Fidelity Patrimoine, de cette baisse des taux continue. Et là, c'est fini, on fait un taux négatif. Comment vous allez faire? Alors, c'est vrai que, c'est-à-dire que comment on va faire je dirais que ça fait partie des données qu'on subit, c'est-à-dire que l'environnement aujourd'hui de taux... Dans un environnement qu'on n'a jamais connu aujourd'hui. Taux négatif à ce point-là, un tiers de la planète. Sur certains marchés. Je dirais que les taux, ça a été un moteur pour la performance, mais ça a été un moteur, je dirais, ça a été un bonus. Il faut le voir comme un bonus. Ça reste aujourd'hui une classe d'actifs qui est dans les portefeuilles pour protéger dans les phases de volatilité. Et ça marche, l'air de rien. Depuis le début de l'année, les obligations bien notées de la zone euro, ça fait plus 1,5. Alors c'est vrai que c'est parce qu'on continue à baisser. Il y a un moment, ça s'arrête. On va pas aller à moins 5 sur le taux négatif. Non, certainement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les phases de chahut et de montée de l'aversion au risque, la classe d'actifs obligataires, même si elle est plus très sexy du point de vue des performances, elle est quand même... David. Alors, le jour où ça va remonter, je pense qu'effectivement, il faudra se positionner par rapport à ça. La question, c'est est-ce que ça peut se faire en douceur ou violemment C'est ça la question. Et là, les banques centrales ont l'air de faire le job. Oui, c'est-à-dire que si les taux sont venus aussi bas, comme vous le mentionniez, c'est que les banques centrales l'ont bien voulu. C'est elles qui ont amené cette situation-là. Donc je pense qu'elles seront extrêmement prudentes dans la phase de normalisation de leur politique monétaire. Merci beaucoup. On a été un tout petit peu long, mais je crois que tout le monde a été assez content qu'on soit un tout petit peu long. Pour finir l'émission, tous les deux, les yeux dans les yeux, je lisais un article du Monde hier où on a l'échiquier avec Marc Raclin, Didier Saint-Georges, ça maintenant on le sait, et Romain Burnand quand même, qui nous disent les marchés n'ont pas encore capitulé, donc ils ne sont pas très optimistes ou négatifs à court terme là. À très court terme, je serais plutôt positif. Très bien. Joseph, à vous la conclusion. Joker, merci beaucoup, vous avez un buzzer. On se retrouve dans 2 mois, et là, suivez-nous bien, parce qu'il va y avoir de l'actualité. On suivra David, notamment, régulièrement sur ses positions flexibles. À très bientôt.